Très chers auditeurs, bonjour et bienvenue sur les antennes de la radio Koubéni émettant de Nouakchott. Dans cette émission spéciale que nous avions eu l'honneur de consacrer à Monsieur le Président Khan Hamidou Baba, envie d'éclaircir l'opinion à travers ses idées et ses positions à propos de la conjoncture que nous vivons, qu'il s'agisse des élections que des divers défis socio-économiques. Et avant d'aborder le fond du sujet, nous notons le suivant, que M. Khan Hamidou Babali est le président du MPR, Mouvement pour la Refondation. Député à l'Assemblée nationale depuis 2001 jusqu'à aujourd'hui, il a notamment occupé le poste de vice-président de l'Assemblée. Il est titulaire d'un doctorat en sciences de communication, de 2 DA en sciences sociales et économiques et diplômé d'études supérieures en sciences politiques. Il est également un consultant international qui a effectué plusieurs missions dans un grand nombre de pays d'Afrique pour le compte de la Banque mondiale, la Banque africaine pour le développement, la GTZ, portant sur des questions du développement et de la bonne gouvernance. Le docteur Khan Hamidou Baba a commencé sa carrière politique en 1992. Il a de ce fait participé à la création de l'Union des forces démocratiques, IFD dans le temps, et puis activement, il a milité au sein des rassemblements des forces démocratiques RFD, créé en 2001, dont il deviendra le vice-président. Il se porta candidat à l'élection présidentielle de 2009. Il rallia la majorité présidentielle après la création de son parti, qui est le MPR. Mais le séjour, puis court, il claqua la porte avec 2 autres partis politiques pour créer une nouvelle coalition avec la CAP et se situe à l'opposition. Donc, c'est ça le CV du président Khan Hamidou Baba. Merci, M. Khan Hamidou Baba, d'accepter notre invitation et d'honorer notre plateau pour éclaircir l'opinion à propos du défi posé et qui représente réellement la première chose importante pour le citoyen. Tout d'abord, si vous pouvez nous faire un petit aperçu sur les objectifs de votre parti. D'abord, je voudrais vous remercier et féliciter également Radio Koubéni pour l'audience qu'elle occupe et qu'elle a donc dans ce pays. Revenant maintenant sur la question que vous avez posée, je dirais qu'un parti politique, c'est avant tout un programme. C'est certes une certaine vision, mais qui est soutenue par un programme et donc des objectifs. Vous m'avez demandé quels sont les objectifs de notre parti. J'en citerai 4. Le premier objectif de notre parti, c'est de résoudre les questions de l'unité nationale et de la cohésion sociale à travers une politique d'intégration nationale qui ne laisserait personne sur le bord de la route et qui permettrait en fait de tenir compte des droits et des devoirs de chacun. Le deuxième objectif, il touche à l'ancrage de la démocratie. Autrement dit, comment faire pour obtenir ou pour avoir des institutions qui puissent servir aux hommes. L'ancrage de la démocratie passe à la fois par des institutions, et nous avons fait des propositions concrètes en matière de réforme institutionnelle. Mais l'ancrage de la démocratie passe aussi bien sûr par des pratiques et par une certaine culture qu'il faut charrier, qu'il faut véhiculer, à travers la formation également des hommes, particulièrement de ceux qui animent la vie politique. D'où l'importance pour nous d'une certaine morale en matière politique également, d'une certaine éthique. Le troisième objectif que nous défendons, c'est la question des droits de l'homme. Nous sommes un parti très sensible aux questions des droits de l'homme, d'autant plus que nous le savons, notre pays a connu des violations des droits de l'homme, que ces droits de l'homme soient d'ailleurs, ces violations, qu'elles soient anciennes avec les pratiques ou les séquelles de l'esclavage, ou qu'elles soient conjoncturelles ou plutôt récentes avec les violations qui ont été faites à certaines communautés en tant que telles. Mais cela dit, la question des droits de l'homme n'est pas pour nous divisible. Elle peut concerner n'importe quelle partie de la Mauritanie et n'importe quel citoyen, et notre parti défend évidemment les droits de l'homme. Le quatrième objectif, c'est le développement économique et social dans l'équité,
Et cela pose bien sûr le problème d'abord des richesses de ces pays, de leur redistribution, et cela pose globalement le problème aussi de l'aménagement du territoire. Nous disons bien développement économique et social dans l'équité, pour qu'il n'y ait pas de marginalisés, pour qu'il n'y ait pas d'exclus en matière également économique et sociale. Évidemment, par rapport à tout cela, si je dis bien, j'ai dégagé des axes, mais je pourrais reprendre chacun de ces points et aller dans le détail pour dire ce que nous proposons, parce qu'un parti politique n'est pas seulement là que pour faire un diagnostic ou pour faire des constats. Un parti politique doit pouvoir dire, voici la solution que nous avons par rapport à tel problème que nous avons indiqué. Oui, pour accéder au problème du jour qui nous intéresse beaucoup, il y a un des objectifs importants que vous aviez cité, et surtout celui qui est lié aux droits de l'homme. Comment évaluez-vous les efforts qui ont été déployés dans le cadre des droits de l'homme à partir de l'agence qui est là pour solutionner le problème des séquelles d'esclavage, opposition même à propos des négociations et de la solution des problèmes de répatriés? Donc je pose ce problème parce qu'avant-hier, on venait d'avoir une manifestation. D'abord, je voudrais dire que la question des droits de l'homme ne se ramène pas ou ne se réduit pas qu'à une agence. Une agence, c'est une structure qui doit mettre en œuvre un certain nombre de politiques. Or, revenant sur maintenant les politiques qui ont été menées dans ces pays en matière de droits de l'homme, je dirais que tout dépend d'abord à partir de quelle date on fait l'évaluation. Il est évident, et je pense que le constat est général, que le régime actuel a hérité à la fois d'un passif humanitaire et également d'une question lancinante qui est celle des pratiques et séquelles de l'esclavage. Le régime actuel a hérité de cela. Il a tenté de gérer au début, je dirais en 2008, en essayant d'apaiser la situation, de calmer les esprits et de faire des gestes qui soient concrets pour en fait les victimes. Mais ce qui a été fait, je l'ai toujours dit, est très insuffisant. Parce que je vous donne un exemple bien concret. Nous avons aujourd'hui, vous avez parlé de la question des réfugiés, nous avons 24 000 rapatriés du Sénégal. Sur les 24 000 rapatriés du Sénégal, il n'y a que 6 000 qui ont obtenu leur papier. Alors ça ne devait pas poser problème. Un accord qui a été fait entre la République du Sénégal, entre notre pays et le HCR, ces gens ont fait l'objet d'une procédure d'identification, c'est connu, qu'on les a ramenés parce qu'on estime que ce sont des Mauritaniens. La moindre des choses d'abord, c'est de leur permettre de recouvrer leur citoyenneté. Au moment où nous parlons, il n'y a pas plus de 6 000 qui ont obtenu leur papier. Alors, je passe maintenant sur d'autres problèmes également qui existent en matière de droits de l'homme. Il ne s'agit pas de ramener quelqu'un qui était en fait victime d'une injustice et qui était déporté. Si vous le ramenez et vous ne le mettez pas dans des conditions dans lesquelles il puisse gagner dignement sa vie, recouvrer au moins les biens qu'il avait, maison, terre par exemple, il est évident que vous créez tout simplement en fait un exilé de l'intérieur. Bon, c'était tout juste pour évaluer un tout petit peu une certaine situation suite aux manifestations. Je veux dire que par rapport... Oui, d'accord, mais je veux dire que les manifestations récentes qu'on a vues, il s'agissait des orphelins, des victimes. Ils ont manifesté en réclamant la justice. Et il est évident également qu'on ne peut pas résoudre les problèmes des droits de l'homme si on n'intègre pas cette variable essentielle qui est la justice avant tout. Ça, c'est un point. Le deuxième point, par rapport à l'agence Tadamoun également, le principe est bon d'avoir une agence qui va lutter, bien sûr, contre les séquelles d'esclavage, qui va réinsérer, en fait, les victimes. Dans son principe, c'est une bonne chose. Mais il y a deux choses qu'il faut éviter. La première, c'est de faire ça sans les victimes elles-mêmes. Autrement dit, comme on dit en matière de développement, ce que vous faites pour moi, faites-le avec moi. La deuxième chose également, c'est qu'il ne faudrait pas donner l'impression qu'on crée une agence en substitution de l'agence également, alors que ces autres problèmes... Donc, je vous en remercie, Président. C'était juste à l'occasion que j'ai posé la question. Et notre le problème qui nous est posé actuellement, c'est ce problème des élections et tout ce qui se passe autour de ces élections. Je vais vous demander, Monsieur le Président, pouvez-vous nous dire votre position réelle par rapport à ce premier tour d'élection et surtout que vous aviez une initiative, où en est cette initiative après ce premier tour? Que par rapport à ces élections législatives et municipales, il vous souvient, parce que votre radio était représentée à cette conférence de presse que j'avais donnée le 6 novembre
2013. Donc nous étions à la veille, de la campagne électorale. Et j'avais dit, ce n'est pas je l'avais dit très clairement à l'époque, que la CENI, je la mettais au défi de pouvoir organiser des élections transparentes, des élections crédibles. J'avais ajouté qu'on fera face à une grande pagaille et que les jours prochains vont nous édifier là-dessus. Je pense aujourd'hui, je ne dirais pas, je ne me satisfais pas d'avoir été un oiseau de mauvais augure, mais je dirais aujourd'hui que l'histoire m'a donné tout simplement raison. Parce que ceux qui ont participé eux-mêmes, de l'aveu de ceux qui ont participé, tout le monde sait que ces élections ont été chaotiques et elles le sont encore. Or, c'est en prévision, c'est pour prévenir une telle situation que j'avais lancé cette feuille de route pour un compromis politique national. Que disait cette feuille de route? 5 éléments. 5 éléments étaient connus dans la feuille de route. Le premier élément, c'était que l'enrôlement doit être élargi et on doit alléger également les procédures parce que nous savons justement que c'est un enrôlement qui divise. Le deuxième élément, nous avions dit également qu'il faut assurer la gratuité de la carte d'identité et la rapprocher également des usagers, des bénéficiaires. Et les 3 autres éléments qui sont contenus dans la feuille de route correspondent exactement d'ailleurs aux engagements pris par le président de la République lui-même dans son khiwar à Nema. Quels sont ces 3 engagements? Élargir la CENI pour qu'on ait une CENI plus consensuelle. L'observatoire. Avoir un observatoire des élections. Un observatoire des élections qui soit crédible, bien sûr, et consensuel. Et troisièmement, mettre en place une commission d'enquête parlementaire pour à la fois réexaminer la question de l'enrôlement, parce que c'est l'enrôlement qui est à la base en fait des listes électorales et donc du Ravel. Donc pour mener une enquête à la fois sur l'enrôlement, qui est la base qui détient la base des données, et le Ravel lui-même, qui nécessite d'être audité pour que le fichier, qu'on soit assuré justement de la qualité du fichier. Alors, qu'est-ce qu'on a eu? Nous avons eu des élections tout simplement chaotiques. Pour des tas de raisons. Et vous le savez aujourd'hui, nous sommes dans une situation dans laquelle tous les partis qui ont participé à ces élections ont déposé des recours. Sur des questions de fond, sur des questions très importantes. Il y a encore des manifestations qui continuent à se produire par rapport, et on attend. Les regards ne sont plus braqués sur la CENI, mais sur la justice. Hier, dans un point de presse, la Cour a demandé l'annulation des élections et la recherche d'un consensus. Est-ce qu'il y a eu concertation avec votre parti, qui fut le premier parti après les 36 partis qui demandent l'annulation des résultats de ces élections? Est-ce qu'il y a eu concertation avec vous de la part de la Côte? Oui, il y a eu des contacts, je dirais, mais il n'y a pas eu de concertation. C'est-à-dire en ce sens que nous avons été informés de la demande, bien sûr, de la Côte, de sa déclaration, de ses déclarations, et comme eux aussi sont informés à peu près de ce que nous faisons. Je n'exclus pas, dans les jours à venir, qu'il y ait évidemment des concertations. Mais ce qui est intéressant, ou ce qu'il faut noter par rapport également à cette question d'annulation des élections, j'ai entendu le gouvernement d'abord qui se gargarisait d'avoir 64 partis qui ont participé à ces élections. Et malheureusement, mais ce n'est pas un hasard, ce n'est pas fortuit, la CENI a enfourché le pas au gouvernement à chaque fois en évoquant les résultats de ces élections, en disant que 64 partis ont participé à ces élections. D'ailleurs, avec une pointe d'exagération, les gens vous disent 70 partis ont participé. Il y en a 64, certes. OK. Mais d'abord, il faut voir quelle est la qualité de cette participation. Parce que des partis politiques qui n'ont pas présenté, parce que si on regarde sur les 64 partis qui ont participé à ces élections municipales, vous avez à peine une vingtaine qui ont déposé une vingtaine de listes. Je dirais même une quinzaine de listes. Tous les autres sont à 1, 2, 3, 4 listes. Ça paraît quelque part assez fantaisiste. Et en tout cas, c'est même, je dirais, marginal comme forme de participation quand on sait qu'on a 218 communes. Je pense que ce fait méritait d'être souligné. On a l'impression que les gens sont dans le superficiel
et n'essaye pas d'analyser les choses sur le fond, n'essaye pas de comprendre les choses sur le fond afin de se faire une opinion qui soit valable. Deuxièmement, sur ces 64 partis, admettre que 64 partis ont participé, il y a aujourd'hui 38 partis qui ont participé et qui demandent l'annulation de ces élections. Ce n'est pas seulement la Côte, ce n'est pas seulement nous, bien sûr. Nous, en tant que parti boycottiste, pour des raisons que vous connaissez amplement, nous avons demandé à la fois l'annulation de ces élections, mais aussi nous avons demandé la suppression de la CENI, c'est-à-dire sa remise à plat. Et je pense qu'on ne peut pas échapper, on ne pourra pas échapper à ces deux questions clés, dans la mesure où c'est quand même la CENI qui doit organiser des élections. Pour vous, si un cas où... donc la solution, estimons, un cas où ces élections n'ont pas été annulées et que l'État, le gouvernement n'a fait aucune réplique à propos de toutes ces revendications et ces contestations à propos de ces élections, qu'est-ce que vous prévoyez? Comment les choses se passeront après s'ils insistent à ce résultat-là? D'abord, vous savez qu'on fait des élections pour régler des problèmes. On fait des élections pour régler des problèmes. Il est évident que l'après-élection sera comme l'avant-élection si le gouvernement persistait dans, en fait, sa fuite en avant. Ce n'est pas autre chose que cela. L'après-élection sera comme l'avant-élection. Nous, qu'est-ce qu'on prévoit? Mais nous allons contester la légitimité et de l'Assemblée nationale et de ses conseils municipaux. Il va sans dire que nous avons traversé 5 années de crise et nous allons vers 5 autres années de crise. Il va sans dire également que la future élection qui viendra, l'élection présidentielle, sera également chargée de tensions. Est-ce que notre pays peut supporter 10 années de crise politique? C'est une question. Et où serait cette légitimité? C'est-à-dire que nous sommes revenus en fait en arrière. Nous sommes revenus à 92, à la situation de 92, avec bien sûr ces différences, le contexte n'est pas le même. Donc ceux qui pensent qu'on peut rééditer ou répéter, l'histoire peut bégayer, mais elle ne se répète pas à l'identique. Ceux qui pensent qu'on peut rééditer en fait le cours de 92 en excluant en fait une certaine opposition du champ politique, ils se trompent. Ils se trompent lourdement, parce que les contextes ont radicalement changé. Quel contexte qui a changé réellement, qui ne les laisse pas continuer réellement le même agenda sur lequel ils sont actuellement? Surtout, ils ont toujours prôné le problème de changement de classe politique, tous ces trucs-là. Ça, c'est des slogans qu'ils ont toujours prônés. Bon, d'abord, il y a des nouveaux partis aussi au niveau de la scène. Il y a des nouveaux partis qui viennent d'apparaître et qui ont eu leur place actuellement dans l'échiquier politique par rapport à ce qui se passera au moins. Vous savez, cela me fait un peu sourire, mais je souhaite la bienvenue à ces nouveaux partis. Mais on ne crée pas des partis par décret. Les partis doivent correspondre d'abord à des facteurs. Le regroupement doivent correspondre également à des idéaux, à un programme, peut-être même, je dirais, à une vision. C'est ça qui peut les rendre plus ou moins pérennes. Mais de la manière dont ces partis, beaucoup de partis ont été créés, bon, je ne doute pas de leur engagement actuel, mais je doute de leur avenir. Cela dit, ils sont les bienvenus. C'est une très bonne chose qu'il y ait des partis. Encore que, on ne juge pas aujourd'hui une démocratie au nombre de partis qui ont été créés. Il y a une inflation de partis politiques. Et si vous vous souvenez, lorsque nous étions à la majorité, et nous continuons à tenir le même discours sur ce plan d'ailleurs, lors des journées de concertation, de réflexion, des partis de la majorité, oui, nous avions avancé l'idée d'une nécessité de rationaliser les partis politiques. Nous avions avancé cette idée qu'il vaut mieux avoir quelques partis qui peuvent faire la santé de la démocratie plutôt que d'avoir, pour un petit pays d'à peine 3,5 millions d'habitants, plutôt que de dire, oui, nous avons combien? 80 partis maintenant, peut-être même plus au moment où nous parlons. Donc, je pense que cela mérite également une réflexion. Voilà pourquoi, dans le cadre du dialogue également, nous avions dit que les partis ne peuvent être jugés qu'à l'aune, évidemment, du suffrage. Et que les partis qui participeraient à des élections et qui ne pourraient pas faire 1% devraient en fait se saborder. Très bien, c'est ça le sens de la loi. Et pour cela, il y a eu de nouveaux partis qui ont pu avoir une représentation, un taux important des électeurs. Tant mieux. Ces nouveaux partis essentiellement. Il y a parmi eux qui ont déjà aux environs de 5 à 6 parlementaires déjà au niveau le problème auquel nous sommes confrontés, c'est que c'est à l'épreuve des faits qu'on verra
la capacité de ces partis, justement, à rester dans le champ politique. Aujourd'hui, ils ont eu ces résultats parce que d'abord, on n'a pas fait des élections transparentes, on n'a pas fait des élections consensuelles, et que beaucoup de gens n'ont pas été à ces élections. Il n'est pas étonnant, bien sûr, que ceux qui ont là puissent avoir un certain résultat. Mais deuxièmement, encore une fois, j'ai dit qu'il y a une part d'artefacts, hein, une part donc artificielle, à la fois dans les résultats, parce que ces résultats, ils valent ce qu'ils valent, mais en tout cas, peu de gens croient réellement d'ailleurs à ces résultats, mais dans la manière même, dans le mode même d'implication ou de création ou de mise en place de ces partis politiques. Mais l'avenir nous dira si ces partis sont viables ou pas. Mais en tout cas, moi, je ne m'arrête même pas d'ailleurs à ces partis. Encore une fois, je leur souhaite la bienvenue et je leur souhaite bon vent dans cette mare au caïman, passez-moi l'expression. Mais je vais revenir sur un point que vous aviez, une question que vous aviez posée, à savoir, quelle est la différence entre 92 et maintenant? En 1992, d'abord, il faut savoir que les élections législatives avaient été boycottées après une présidentielle contestée. La présidentielle n'est pas derrière nous, elle est devant nous. C'est déjà une différence de taille. Deuxièmement, en 1992, nous étions dans un contexte hautement conflictuel, dans un contexte fait de tensions, mais en même temps, nous étions dans les premiers balbutiements des processus démocratiques en Afrique. Donc, en 1992, la situation était telle que disons, les positions étaient tellement éloignées, suffisamment éloignées, et il n'y avait pas non plus aussi de pression de la communauté internationale comme celle que nous vivions, parce qu'on ne savait pas encore quelle était d'ailleurs réellement l'ampleur du passif humanitaire à l'époque. Ce que je demande ici, quelle est la valeur réelle des partenaires au développement? Parce qu'on en parle beaucoup au niveau de ce processus en général. On dit que bon, ils boycottent, mais voilà que les partenaires au développement prennent un recul. Et malgré l'intransigeance du gouvernement ou de la majorité de temps à autre, on voit aussi que les partenaires vont dans la direction de l'État le plus souvent. Bon, vous savez, ce qu'on appelle les partenaires au développement... Alors, au niveau de l'opposition, on parle beaucoup de ces partenaires au développement, de leur position. C'est vrai, ce qu'on appelle les partenaires au développement, quand on regarde ce qu'on appelle la communauté internationale, c'est une communauté des États, dont l'État mauritanien est parti. Il est évident que ça donne, disons, je ne dirais pas ça donne en tout cas une faveur, une position aux représentants de l'État mauritanien de pouvoir vendre leur message et de pouvoir se faire certainement écouter. Mais il y a une limite. Aujourd'hui, nous sommes dans un village planétaire. Nous sommes dans un village planétaire et à la limite, tout le monde sait ce qui se passe dans différents pays. Vous avez aujourd'hui une sous-région qui est ce qu'elle est. Ce que veulent les partenaires au développement, c'est deux choses, ou trois. Ils veulent la stabilité, ils veulent la démocratie et ils veulent le développement. Je parle des partenaires au développement qui comptent pour la Mauritanie, bien sûr. Et ces gens-là savent que ces trois éléments sont les trois pieds en fait d'une marmite. Si en fait on n'a pas le développement, on ne peut pas avoir réellement la démocratie, et si on n'a pas cette démocratie, on ne peut pas non plus avoir aussi cette stabilité. Et on a besoin aussi de la stabilité pour asseoir le développement et la démocratie. Ils en sont conscients, mais ils ne vont pas se mettre à la place des Mauritaniens. Quand ils interviennent, c'est quand la situation leur paraît catastrophique. Quand la situation devient catastrophique. Dans le cas de la Mauritanie, il est en train de frôler la catastrophe. Vous les avez vus en Guinée, vous les avez vus au Mali. Or, moi, ce que je note, c'est qu'avant même de parler des partenaires au développement, nous autres Mauritaniens, que faisons-nous de notre pays, de notre démocratie? Mais moi, je crois au génie du peuple mauritanien aussi pour trouver des solutions à ces problèmes. N'eût été cela, je n'aurais pas lancé une initiative d'une feuille de route. Vous m'avez demandé tout à l'heure qu'est-ce qu'elle va devenir, cette feuille de route. J'ai dit également, pendant la campagne, à l'occasion d'une marche que nous avions organisée le 17 novembre, que cette feuille de route, aujourd'hui ou demain, elle sera examinée dans son contenu. Il est évident. Sauf que, bien sûr, là, on a, du point de vue du développement des choses, les affaires sont parues évidemment plus chaotiques. Il est évident que si la feuille de route demandait un élargissement de la CENI, aujourd'hui c'est une remise à plat de la CENI qu'il conviendra d'examiner.
Et je pense que il est n'importe quel observateur, plus ou moins averti, sait que les jours de la CENI sont comptés. Deuxièmement, il faut observer également, en fait, la liste électorale qui était faite d'1,2 million. Contre toute logique, les dernières élections, nous étions déjà à 1,3 million et quelques. Aujourd'hui, nous sommes à 1,2 million. C'est-à-dire, 7 ans plus tard, la base de la liste électorale s'est rétrécie. Il y a problème. Vous savez également, vous le savez, que on parle d'1,2 million électeurs inscrits, mais on sait qu'il y a un volant de 700 000 électeurs 700 000, oui. qui ne se sont pas inscrits et qui sont pourtant des électeurs potentiels. Je pense que n'importe quel homme politique réfléchi va se dire qu'il y a problème. Pourquoi on a 1,2 million inscrits alors qu'il y a 700 000 qui sont restés sur la rade? Ce sont des questions qui ne peuvent pas ne pas être posées. Mais j'ajoute également que, certes, dans la feuille de route que j'avais proposée, il y avait 5 points, mais aujourd'hui, on est obligé de poser d'autres problèmes qui ne sont pas cela, dont la neutralité de l'administration et dont l'implication des militaires dans le champ politique. Parce qu'on a vu, ça, c'est de nouveautés, malgré la loi, c'est-à-dire malgré les élections actuelles. Mais absolument, c'est-à-dire que malgré la loi qui a été votée à la suite, bien sûr, des résultats du dialogue de 2011, malgré cela, eh bien, on a fait fi, tout simplement, de dispositions légales qui consistent à dire que l'administration doit garder sa neutralité et surtout que les militaires également ne doivent pas s'impliquer dans la politique. Mais tout le monde sait qu'on a vu des généraux, des colonels qui sont fortement impliqués dans ces élections, depuis d'ailleurs les inscriptions jusqu'aux résultats des votes. Et ça, c'est dommageable à la démocratie, bien sûr. Monsieur le Président, votre parti a entrepris au cours de ces années des visites à l'intérieur du pays. Vous aviez sans nul doute constaté la pauvreté rurale, l'enclavement, le manque de système éducatif, l'absence d'une couverture sanitaire. Est-ce que vous croyez qu'un peuple qui manque de tout a le temps de réfléchir sur les nécessités de la démocratie, surtout quand il se sent dépendant d'une administration qui peut fermer la boutique ML au moment où elle veut? Vous posez un vrai problème. Vous posez un problème très sérieux et d'ailleurs qui me taraude l'esprit. Au-delà des contingences actuelles, au-delà de ces contingences, de ces élections, je me suis toujours posé la question sur la relation entre la démocratie et la pauvreté. Je me suis toujours dit, peut-on faire la démocratie dans un contexte de pauvreté? Et la question reste encore d'actualité. Même politique, pas seulement sociale. La démocratie au sens large du terme. Parce que la démocratie suppose quand même un électeur qui est conscient de ses droits, qui est conscient certes de ses devoirs, mais également qui a des droits. Mais quand on sait également le poids de la corruption politique par rapport à cet électeur-là, qui lui est dans des besoins immédiats, évidemment cela ne peut ne pas poser des problèmes, mais il y a d'autres aspects sur lesquels nous pourrons, d'ordre sociologique d'ailleurs, sur lesquels nous pourrons également revenir. Mais je réponds à votre question. J'ai, au cours de ces 3 années, ces 3 dernières années, effectué pas mal de visites à l'intérieur du pays. J'ai été au nord et j'ai été frappé. Quand j'étais au nord, notamment à Zouérate, Nouadhibou, etc., mais Zouérate particulièrement, je dirais, j'ai été frappé à Zouérate par la capacité productive de cette région, mais qui contraste avec les retombées sur ceux qui habitent Zouérate, sur les autochtones et même, en fait, les autres qui vivent, en tout cas, dans la région de Zouérate. J'ai été frappé par le manque de routes pour désenclaver, en fait, la région de Zouérate. Et par la pauvreté globale ambiante également, bien qu'on dise que la SNIM a pu produire cette année 12 millions de tonnes, etc. Le fer a été relativement bien vendu les dernières années, cette année beaucoup moins. Mais toujours est-il qu'en réalité, il n'y a pas suffisamment de retombées pour ces régions-là, qui produisent cependant et qui contribuent aux richesses nationales. J'ai été à Attar. J'ai été frappé à Attar, bien sûr, que je connaissais, parce qu'il fut un temps, il y a de cela quelques années, vous savez que le tourisme était florissant à Attar. Mais aujourd'hui, par rapport à ces années-là, plus ou moins fastes, eh bien, chez Attar n'est un peu que l'ombre, en fait, d'elle-même. Il n'y a pas que
que j'ai fait le Nord, comme je vous l'ai dit tantôt. J'ai fait également des régions comme celle du Guinée-Maca, comme le Gorgol. Évidemment, dans toutes ces régions, on est frappé bien sûr par une misère. Par une misère des populations. On est frappé également par, je dirais, un déficit même, je dirais, de citoyenneté. Parce qu'il n'y a pas un village. Il n'y a pas un village où j'ai passé la nuit ou la journée sans qu'on m'ait évoqué tout simplement le problème des papiers. Nous n'avons pas de papiers. Et même quand, après un parcours du combattant, en fait, on arrive quand même à faire nos papiers, c'est quoi ces papiers? Il s'agit simplement de l'état civil, en réalité. On enregistre un père, on n'enregistre pas son épouse. On enregistre un frère aîné, le frère cadet, on ne l'enregistre pas, alors qu'ils ont présenté après les mêmes papiers. C'est dit qu'il y a problème. Et ça, ce n'est pas un cas isolé. Si c'était un cas isolé, on peut dire oui, parce que l'agent n'est pas ceci, n'est pas cela, etc. Mais c'est un cas qui est général, qui est partout. Donc il y a ces problèmes de papier. Et quand, comme je le disais tantôt, on a fait son parcours du combattant et qu'on a réussi quand même à avoir ces papiers, eh bien, il fallait chercher sa carte d'identité au chef-lieu du département. Il faut payer son transport. Et quand on arrive, il faut payer aussi sa carte d'identité. Dans un pays pauvre, on pénalise les gens les plus pauvres, les misérables. Je ne parle pas, bien sûr, de ces villages, de gros villages, eh bien, qui n'ont d'école que de nom, qui n'ont pas d'enseignants, ou qui n'ont pas de structure de santé. Tous les villages situés le long de la vallée vont se soigner du côté du Sénégal. Encore que les services même sanitaires du côté du Sénégal ne sont pas aussi extraordinaires que cela, nous le savons aussi bien. Mais c'est les seuls existants. Mais c'est ça qu'ils ont. C'est ça qu'ils ont. C'est ça qu'ils ont. Mais... J'ai vu, je précise, il y a des villages qui envoient leurs enfants traverser par une pirogue pour aller faire l'école de l'autre côté, parce qu'ils n'en ont pas tout simplement. Ils n'ont pas de solution. Ils n'ont pas de solution, ils n'ont pas d'école. On pourrait multiplier les exemples à loisir. Mais ce que je voulais simplement noter en guise de conclusion sur ce point, et vous l'avez évoqué également, c'est que le monde rural d'une façon générale, l'intérieur du pays est pauvre. Alors que nous sommes un pays potentiellement riche, et j'entends le président de la République lui-même, à chaque fois qu'il a l'occasion de parler. On reviendra sur le même sujet. D'accord. Parce qu'on a des questions liées exactement au même sujet. Mais dans un état tel que celui que vous venez de décrire tout à l'heure, comment peut-on croire à la possibilité d'une alternance? Alors, d'abord, je dois dire aussi que, autant j'ai dit tout à l'heure, je me pose la question sur la relation entre la démocratie et la pauvreté. Autrement dit, peut-on faire la démocratie dans un contexte de pauvreté? Autant je suis également conscient, aucune démocratie n'a été développée dans un laboratoire. C'est à l'épreuve des faits. C'est avec les essais et les erreurs que la démocratie également se construit. Donc, à partir de là, il est évident qu'on ne peut pas avoir l'alternance si, en fait, on ne s'entend pas d'abord sur la définition des règles du jeu démocratique. Le problème auquel nous sommes confrontés est un problème d'ordre institutionnel, un problème d'ordre pratique et un problème d'ordre culturel. Nous avons trois problèmes à résoudre. Mais au moins, sur le plan institutionnel, eh bien, entendons-nous sur la définition des règles du jeu démocratique. À partir de là, l'alternance est posée comme principe. L'alternance, ce n'est pas la rotation. Il ne s'agit pas de dire qu'on va faire l'alternance obligatoirement parce que tel a été au pouvoir. Maintenant, il faut que le pouvoir passe à tel autre. Mais non, il y a des modes de dévolution du pouvoir. Ces modes de dévolution du pouvoir doivent être également respectés. Et l'alternance, en fait, permet de vitaliser la démocratie. S'il n'y a pas d'alternance, bien sûr, qu'est-ce qu'on voit? Les pays dans lesquels on a eu, par exemple, ces révolutions dites du printemps arabe, ce sont des pays où l'alternance était impossible. Et donc, quand l'alternance est impossible du point de vue institutionnel, il ne reste plus maintenant que le jeu de la rue. Et c'est le désordre, c'est la pagaille. Et évidemment, on va perdre également beaucoup, même si on peut gagner en liberté de façon selon l'évolution des choses, actuellement, vous voyez qu'il y a une possibilité, après ces élections, après ce qu'on peut appeler réellement crise d'élection, vous ne voyez pas qu'il y a possibilité de l'évolution d'une nouvelle feuille de route qui peut à peu près créer une base pour une nouvelle conception à propos du jeu démocratique en général? Oui, j'ai dit, vous avez raison, non, j'ai dit tout à l'heure
que moi, je ne fais pas de complexe de droit d'auteur. Et d'ailleurs, en réalité, les éléments qui étaient contenus dans la feuille de route que j'avais proposée tiraient simplement les leçons d'expérience et d'autres initiatives qui avaient déjà été prises, y compris aussi les déclarations ou les engagements qui avaient été pris par le président de la République lui-même. Donc, moi, je dis bien que je ne fais pas de la fixation sur la feuille de route que j'avais présentée, mais je dis que son contenu sera nécessairement abordé et étudié. Il est évident qu'au sortir de ces élections, si elles sont annulées, il y aura dialogue. Si elles ne sont pas annulées, il y aura forcément un dialogue. Parce que tout le monde sait que la structure elle-même chargée d'organiser ces élections... Si elles ne sont pas annulées, qu'est-ce qu'il y aura? Je dis bien que ces élections soient annulées ou pas, le dialogue est inévitable. Je ne dis pas indispensable, je pèse mes mots, j'ai dit inévitable. Que ces élections soient annulées ou pas. Et il vaut mieux annuler ces élections parce que de toutes les façons, elles finiront par être annulées. Et l'avenir encore nous le dira. Je l'ai dit ici, j'ai dit qu'elles finiront par être annulées. Qu'on le fasse maintenant, qu'on le fasse dans 6 mois, dans 7 mois, je ne vois pas très bien comment un futur président élu, ou réélu même, comment il pourrait s'accommoder d'une Assemblée nationale, en fait, illégitime tout simplement, qui va souffrir d'une illégalité. Allons-nous donc vers 5 autres années de crise politique, où devons-nous nous asseoir, nous regarder en face et trouver des solutions à nos problèmes? Bon, Monsieur le Président, ce régime a eu d'excellentes recettes de trésorerie suite à l'exploitation bien sûr de l'or, du cuivre, du fer, exploitation que certains ont qualifiée étant surexploitation d'ailleurs, des gisements des minerais de ce pays. Toutes ces richesses-là, il y a eu des entrées énormes. Et malgré tout ça, la situation économique n'apparaît pas très positive. Malgré les chiffres de croissance très importants, ça n'a pas eu de répercussions réelles sur les citoyens mauritaniens en général. Quel est votre point de vue? Vous savez, il y a quelqu'un qui disait qu'on ne mange pas la croissance. Ouais. Et puis, que veut dire la croissance? La croissance veut dire tout simplement que hier nous avions 1000 ouguiyas, aujourd'hui peut-être nous avons 1200 ou 1500 ouguiyas. Ça, il y a croissance. Mais la question est de savoir, ces 1200 ou 1500 ouguiyas, ou ces 200 ou 500 ouguiyas de plus que nous avons eu, c'est allé où? Comment ça a été utilisé? Autrement dit, le problème de notre pays, ce n'est pas un problème de ressources en tant que tel. Nous sommes bien sûr un pays pauvre. Il ne faut pas surestimer également ce que nous avons d'ailleurs, eu égard à l'ampleur des besoins. Mais le problème, c'est un problème de redistribution. On peut bien avoir des équilibres au niveau macroéconomique et dire qu'on a une croissance de temps, on a maîtrisé éventuellement l'inflation, encore qu'il y a à boire et à manger s'agissant de l'inflation. Les spécialistes du développement savent que pour réduire d'un point la pauvreté, il faut 6% de croissance. Pour réduire d'un point la pauvreté, il faut 6% de croissance. Ouais. Mais de croissance aussi bien répartie, pas n'importe quelle croissance. Parce que si la croissance est concentrée dans un certain nombre de secteurs, évidemment, ça ne peut pas avoir d'incidence sur le reste de la population, sur le reste des agents économiques. On continue, oui. Quand on observe également la pauvreté en milieu rural, tout le monde sait également qu'elle s'est accentuée. Alors que, certes, il y a eu une réduction de la pauvreté en milieu urbain, mais elle est faible, cette réduction également. Mais ces ruraux qui deviennent pauvres, qu'est-ce qu'ils font? Ils n'ont pas d'autre solution que de venir également s'agglutiner dans la ville. Et donc, on ne sent pas, au niveau de la ville également, cette réduction de la pauvreté. Au contraire, on voit des villes, en fait, encéphaliques, qui se développent de manière d'ailleurs anarchique. Et les pouvoirs publics ne peuvent pas apporter des solutions aux besoins de ces populations en termes d'eau, d'électricité, de santé, de transport, d'éducation, etc. Bon, quel est votre jugement réel sur tous ces entrées, tous ces bilans non, ce que je veux très dire, importants? non, ce que je veux dire par là, ce qu'il faut également savoir, qu'il faut d'abord savoir d'où nous vient la croissance. La croissance a été tirée par le secteur minier essentiellement. Essentiellement. C'est-à-dire le fer, l'or. Or, ce sont des secteurs qui sont extravertis.
Ce sont des secteurs qui ne profitent pas, sauf à distribuer quelques emplois, les emplois de Tasiast par exemple, encore qu'aujourd'hui, ces secteurs sont plus ou moins plombés par des stratégies et une conjoncture internationale assez difficile pour le faire, particulièrement, pour l'or aussi d'ailleurs. Donc, cette croissance, elle est erratique. Et nous sommes également toujours à la merci un peu des aléas climatiques. Il n'est pas dit, évidemment, qu'une bonne saison, une bonne récolte de cette année sera également suivie d'une autre bonne récolte l'année prochaine. Et quand on est un pays qui doit amener de l'extérieur 70% de ce qu'il mange à l'intérieur, il y a problème. Mon jugement, c'est que les priorités, la grande priorité de ce pays aurait dû être d'abord l'alimentation. Ce qui n'est pas le cas. On n'a pas accordé au secteur, au sens large, le secteur de l'alimentation, la priorité qui lui revient. Deuxièmement, on est en train de faire du rafistolage en matière de santé et d'éducation, et tout le monde sait que l'un des grands problèmes auxquels nous sommes confrontés, c'est la question des ressources humaines. Or, cette question des ressources humaines n'a pas été adressée de manière pertinente. Comment évaluez-vous les richesses de notre pays, puisque vous venez de dire que nous ne sommes pas un pays aussi riche, alors qu'on fait le troisième pays qui possède les plus grands gisements d'or actuellement, au moins au niveau de la sous-région, au niveau de la région, au niveau du monde. C'est le troisième gisement à peu près d'or, c'est à l'échelle internationale. On est le cinquième pays, on est au sixième rang dans l'exploitation du fer. Bon, tout ça, c'est des chiffres très importants. Je ne conteste pas que nous soyons potentiellement très riches. Mais la richesse qui est dans le sous-sol, ce n'est pas une richesse pour celui qui attend son bol à midi pour manger. Voilà le jugement que j'ai à faire. Deuxièmement, en matière de ressources minières, la RDC est de loin plus riche que nous. Et nous connaissons là-bas la situation de guerre et de pauvreté qui sévit. Donc, on ne mange ni le fer, ni l'or. Encore une fois, le vrai problème, c'est qu'un État doit définir ses priorités et faire en sorte justement que sa richesse ne soit pas une malédiction. A priori, une richesse potentielle, que ce soit l'or, le diamant, le pétrole, ce n'est pas une malédiction. Mais ça peut l'être. S'il n'y a pas une bonne gouvernance, une bonne gestion également de ces ressources. Ça se transforme en une malédiction. Absolument, ça se transforme en une malédiction. Effectivement. Je vais vous poser une question un peu spéciale, bien sûr, une question après personnelle, comme l'on dit. Hein? Oui. Ici, à peu près, une question, comme je vous ai qualifié, personnelle. Monsieur le Président, donc, certaines personnes trouvent que votre opposition est dictée par la position de votre grand ami d'affaires, Mohamed Mohamed. Est-ce que ces relations qui vous lient à ce grand homme d'affaires, la plus franche qui soit. Mohamed Boamatou est un ami personnel. Mohamed Boamatou est aussi mon beau-frère, parce que c'est le père de mes neveux et nièces. Donc nous avons des relations familiales également, en dehors de relations amicales. Mais Mohamed Boamatou est la première personne dans ce pays qui respecte mes positions politiques. Depuis 1991, j'étais à l'opposition. Mohamed Boamatou soutenait le pouvoir de Wultaya. Mohamed Boamatou soutenait le père, à l'époque, le PRDS. On ne m'a jamais vu, on n'a jamais eu de doute sur mon positionnement à l'opposition pendant toute cette période. D'abord, jamais il m'a demandé de quitter en fait l'opposition pour venir rallier. Et me connaissant, c'est que je suis un homme de principe. Que mes positions politiques ne peuvent pas être dictées par telle personne ou par telle autre personne. Je vais vous dire, et j'ajoute également, qu'en 2009, lors des élections présidentielles, s'il y avait quelqu'un qui pouvait m'amener éventuellement à mettre de côté ou à rallier la candidature du président Aziz quand il y a eu le report au 18 juillet, c'était sans doute bien Mohamed Boamatou. C'est vrai qu'il me l'a demandé, je ne l'ai pas accepté. Lui, je ne lui ai pas accepté cela, je n'ai pas accepté ça à quelqu'un d'autre également. Donc, je suis un homme indépendant sur ce plan-là. Moi, je ne fais pas la politique parce que tel homme d'affaires, c'est mon ami,
telle personne pour des raisons d'ordre sentimental. J'ai fait la politique par conviction. En 1991, quand j'ai décidé d'aller à l'opposition, j'étais encore haut fonctionnaire à la présidence. Quand j'ai décidé d'aller à l'opposition, je ne suis pas parti à l'opposition pour chercher une voiture, parce que la voiture que j'avais était une voiture de fonction. Je ne suis pas parti chercher un logement, parce que le logement que j'avais à l'époque, c'était un logement de l'État. Encore moins des indemnités de quoi que ce soit. J'ai fait ce saut à l'opposition en 91 et je n'ai pas pris non plus de billet retour. Depuis 91, je suis resté constant jusqu'à la chute du régime de Taïa. Donc je pense que sur cette question-là, oui, vous pouvez être édifié là-dessus. J'ai beaucoup de respect, d'amitié, de considération pour Boamato, mais j'ai eu à prendre une position par rapport à l'affaire qui le concernait, qui concernait sa banque. Cette position, je l'ai prise en toute indépendance. J'ai dit à l'époque qu'on ne peut pas incriminer quelqu'un comme Debakh par rapport à la question de Mauritania Airways, et que le gouvernement ne peut pas l'incriminer parce que moi, je me suis retrouvé avec Boamato à l'époque en Tunisie. Et ce soir-là, il m'a dit pourquoi il était venu en Tunisie pour poursuivre justement les Tunisiens qui géraient Mauritania Airways et qui sont partis en laissant des Ambroises derrière. Et il n'avait pas le soutien de son État. Je l'ai dit pour l'histoire. C'est un témoignage que j'ai fait pour l'histoire. Et j'en ai également la preuve. N'eût été cela, si j'étais convaincu que Mohamed Boamato a tort, non seulement je lui dirais, mais je ne soutiendrai pas, je ne soutiens pas mon frère quand il a tort. Je soutiens les gens quand je pense qu'ils sont victimes d'injustice. Réellement, vous avez levé l'équivoque parce qu'effectivement, c'était un problème que souvent certains prennent de temps à autre, qu'il y a une certaine relation, mais je crois qu'actuellement, le problème est très clair et très précis. Il y a une relation familiale, une relation de parenté qui a été prise au profit de Boamato. C'est toute la position que vous avez entreprise, c'est par conviction. Donc, Monsieur le Président, est-ce que vous avez un mot, vous voulez adresser un message à nos auditeurs à propos de votre lecture réelle pour la situation que nous vivons aujourd'hui, surtout la situation des élections, oui, dans l'état, le présent et l'avenir de ces... D'abord, si j'ai un mot à adresser en tant que chef de parti, je l'adresse d'abord en tout cas à tous ceux qui sont des militants et des sympathisants du MPR. Nous avons eu une position de boycott par rapport à ces élections. Je voudrais dire très clairement aujourd'hui, ici encore, que si deuxième tour il y a, nous sommes sur la même position que celle sur laquelle nous étions pour le premier tour. Et que nous ne sommes pas partie prenante de ces élections. Et que ces élections ont montré également leur carence, leurs limites. J'ai dit que dans l'intérêt de la démocratie, maintenant, et là je m'adresse à tout le monde, dans l'intérêt de la démocratie, il faut revenir à la table de négociation. Et j'espère, je souhaite que la justice, qui a reçu plus d'une cinquantaine de recours, je souhaite que la justice fasse preuve à la fois d'indépendance, je dirais de lucidité, et dans l'intérêt également de la stabilité de ce pays, que la justice nous aide à sortir en tout cas de ce guêpier dans lequel nous nous sommes fourvoyés. En réalité, la classe politique a été défaillante, la CENI a été défaillante, mais c'est surtout le pouvoir qui en fait n'a pas pris la mesure de ses responsabilités en nous engageant dans une impasse dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui, qui est responsable de cela. J'ose espérer que la justice, au sens large, commencer par le Conseil constitutionnel, qu'elle prendra, elle, ses responsabilités, qu'elle donnera l'occasion à la Mauritanie, à l'opinion nationale et même internationale, la preuve d'une certaine indépendance. J'ose l'espérer et je le souhaite. Voilà ce que j'ai à dire. Donc, très chers auditeurs, nous remercions Monsieur le Président du MPR, Khan Hamidou Baba, pour les éclaircissements qui certainement ont contribué à éclaircir la situation à propos des problèmes posés et qui représentent effectivement quelque chose de très important à tous nos auditeurs.